Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French. Les grands titres de ce mardi 5 octobre 2021. Le successeur de Gladys Berejiklian à la tête de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a officiellement été désigné. Il s'agit de Dominic Perrottet. Après les Panama Papers, les Paradise Papers, voici maintenant les Pandora Papers. Ils révèlent notamment qu'en matière d'évasion et d'optimisation fiscale, l'Irlande apparaît comme une destination privilégiée. Et en France, aujourd'hui, un rapport très attendu sur les abus sexuels dans l'Église. Les premiers éléments qui ont fuité font froid dans le dos. La Nouvelle-Galles du Sud a donc un nouveau leader. Il s'agit de Dominic Perrottet qui a été largement élu face à son opposant Rob Stokes lors d'un vote interne au Parti libéral. Dominic Perrottet a 39 ans, il est déjà père de 6 enfants et lui-même est issu d'une fratrie de 12 frères et sœurs. Alors au cours de sa première déclaration, il a indiqué que son rôle n'était pas seulement de diriger l'État, mais aussi et surtout d'être au service de ses habitants. Being Premier is a great honour. But I want to be clear that the job I have committed to today is not just to lead New South Wales, but to serve all the people of our state. Ce changement de leadership, il intervient donc après la démission en fin de semaine dernière de Gladys Berejiklian qui s'est retirée car elle est visée par une enquête pour corruption. Scott Morrison lui a néanmoins apporté son soutien publiquement au lendemain de rumeurs laissant entendre que le Parti libéral voudrait la voir se porter candidate aux élections fédérales dans l'ancienne circonscription de Tony Abbott, celle de Warringah. Le Premier ministre actuel, Scott Morrison, pense en tout cas qu'elle a encore beaucoup à apporter au Parti libéral. C'est ce qu'il a dit hier sur le Channel 7. That really is up to Gladys about what she wants to do next, and we have a proper selection process in our party, and there are many different ways that she could serve. They don't necessarily need to be in the parliament. She should know that she has tremendous support both in the Liberal Party and I think right across New South Wales for the fantastic jobs that she's done. Sur le front de la pandémie, la décrue se poursuit en Nouvelle-Galles du Sud avec aujourd'hui 608 nouveaux cas annoncés et 7 décès. En revanche, c'est tout le contraire dans l'État du Victoria avec un record battu aujourd'hui, 1763 nouveaux cas, du jamais vu même sur le plan national depuis le début de la pandémie. Daniel Andrews, qui dirige l'État du Victoria, a rappelé que la vaccination était la clé pour sortir de la crise. Vaccination is how we will curtail the growth in these numbers. Vaccination is how we will open up and be free. Vaccination is how we will keep people safe. Please go and book an appointment and then of course turn up as well for your first and second dose. Le retour des touristes en Australie, il est envisagé pour l'année prochaine. La priorité, d'ici la fin de l'année, elle est donnée en revanche aux Australiens et aux résidents permanents. Parmi ces derniers, ceux qui sont vaccinés seront autorisés à arriver de l'étranger et ils n'auront pas à subir de quarantaine à l'hôtel. Ils devront simplement, en arrivant en Australie, rester enfermés chez eux pendant 7 jours, du moins dans les États où le taux de vaccination passera le cap des 80%. Ça devrait être le cas dès le mois prochain en Nouvelle-Galles du Sud et le suivant dans l'État du Victoria. D'après Scott Morrison, qui a fait cette annonce la semaine dernière, c'est là la première étape vers la réouverture du pays. Le gouvernement s'intéressera ensuite au cas des travailleurs étrangers qualifiés et des étudiants. Par ailleurs, on a appris il y a quelques minutes seulement que Susan Ley, la ministre de l'Environnement, venait d'approuver l'agrandissement d'une mine de charbon à Mangula, en Nouvelle-Galles du Sud. Il s'agit de la 3e autorisation de ce type délivrée en à peine un mois, et ce, quelques semaines seulement avant l'ouverture de la COP26 à Glasgow. Le consortium international des journalistes d'investigation vient de lâcher une nouvelle bombe, une bombe baptisée cette fois-ci les Pandora Papers, dans lesquelles
On apprend que des milliards de dollars ont été dissimulés dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Dans cette nouvelle série de révélations, plusieurs célébrités sont citées, comme la chanteuse Shakira, l'ancien top modèle Claudia Schiffer, mais on retrouve aussi de nombreux dirigeants politiques, le roi Abdallah II de Jordanie, le Congolais Denis Sassou Nguesso ou encore l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. On y apprend également que ces personnes semblent privilégier une destination pour dissimuler leurs avoirs. Il s'agit de l'Irlande. À Dublin, la correspondance d'Emeline Vin pour Radio France Internationale. C'est une maison en briques rouges dans l'un des quartiers les plus chics de Dublin. La Clifton House propose des salles de travail pour petites entreprises ainsi que des adresses virtuelles. Selon les Pandora Papers, 800 sociétés à partenariat limité sont enregistrées à Clifton House. Cette structure légale permet aux investisseurs de placer leur argent sans divulguer leur identité. Ces sociétés, il y en aurait plus de 3000 en Irlande, selon le consortium, originaire d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Parmi elles, le plus grand fonds d'investissement dans le secteur du coton en Ouzbékistan, l'un des pays les plus corrompus au monde, à la tête de près de 170 millions de dollars et enregistré à Cork, sans présence physique ou employée dans le pays. L'Irlande enregistre une hausse des immatriculations de sociétés à partenariat limité depuis 2017, depuis que l'Écosse, autre destination de choix, a renforcé ses contrôles. Ces SLP ne payent pas d'impôts ici et comme l'origine des fonds est protégée, elles peuvent être utilisées pour contourner des sanctions financières ou couvrir du blanchiment d'argent, par exemple. Emeline Vin Dublin, RFI. Et parmi les nombreuses réactions que ce scandale suscite, celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a fait part de son souhait de durcir les règles encadrant l'usage des compagnies offshore. Elle a dénoncé également des pratiques qui, dans certains cas, sont certes légales, mais néanmoins, selon elle, totalement immorales. Tax evasion and aggressive tax planning is completely unacceptable. And we have in the European Union some of the highest tax transparency standards in the world. But as we see, it's not enough. More work is needed. And that's why we will come forward with a proposal on the misuse of shell companies for tax purposes. And this will be done till the end of the year. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est engagé à mettre en place une plateforme de dialogue national après avoir été investi pour un second mandat d'une durée de 5 ans. Ce dernier, qui avait reçu en 2019 le prix Nobel de la paix, est désormais très critiqué pour sa gestion de la guerre qui se déroule depuis maintenant 11 mois dans la région du Tigré. Cette ouverture d'un dialogue sur le plan national viserait donc à apaiser les tensions. To narrow our political differences, we will have an inclusive national dialogue platform. The process will incorporate people who believe that differences can be solved on the table. It will not only be done with political elites, but also with all segments of the community. The overall process will be inclusive and led with our own local Ethiopian wisdom. Les Nations Unies, pour leur part, ont déjà plusieurs fois émis des alertes sur le drame humanitaire qui se joue dans cette région du Tigré. Son porte-parole adjoint, Farhan Haq, a par ailleurs confirmé que 7 de ses représentants en Éthiopie en ont été expulsés par le gouvernement. What I can confirm is that none of the 7 UN staff named by the Ethiopian government is in the country at present. They have been moved from the country to ensure their safety. I'd like to add that our position on the declaration of persona non grata status has not changed. It's the long-standing legal position of the organization not to accept the application of this doctrine of persona non grata with respect to United Nations officials. And as we've said, this is a doctrine that applies to diplomatic agents accredited by one state to another state. Des enquêteurs mandatés par les Nations Unies disent avoir des preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Libye. Chakola Beyani, qui fait partie de cette équipe d'enquêteurs, évoque de nombreux types d'abus tels que des meurtres, de la torture, des violences sexuelles infligées à des migrants et des réfugiés pour qui la Libye constitue un point de départ vers l'Europe. Our investigations also indicated that migrants, asylum seekers and refugees are subjected to a litany of abuses at sea, in detention centers, and at the hands of traffickers. Violations against migrants are committed on a widespread scale by state and non-state actors, with a high level of organization and with encouragement of the state.
All of this is suggestive of crimes against humanity. C'est un rapport très attendu qui sera rendu public d'ici quelques heures en France, celui de la commission indépendante qui a été chargée d'enquêter pendant 2 ans et demi sur les abus sexuels dans l'Église. Son contenu devrait provoquer un choc, même si pour l'instant très peu d'informations ont fuité, à part quelques chiffres qui donnent déjà le tournis. Pierre Olivier pour RFI. Les premiers chiffres du rapport sont vertigineux. Depuis 1950 en France, entre 2900 et 3200 pédocriminels, prêtres ou religieux, ont sévi au sein de l'Église catholique. C'est en recueillant les témoignages de 6500 personnes que cette estimation a pu être établie. Parmi elles, la moitié se considère comme victime d'abus sexuels au sein de l'institution catholique. En parallèle de ces investigations, l'étude est complétée par une vaste enquête menée auprès de 30 000 personnes représentatives de la population française afin de quantifier les abus sexuels au sein de l'Église dans le contexte plus général des abus sexuels dans l'ensemble de la société. Le président de la commission d'enquête, Jean-Marc Sauvé, rappelle néanmoins que les chiffres qui vont être publiés pourraient bien être une fourchette basse, autrement dit la partie émergée de l'iceberg, car les victimes qui ont été entendues se sont manifestées de leur plein gré après un appel à témoins. Toute la question est donc de savoir combien d'entre elles sont passées à côté de cette enquête. Depuis quelques jours, l'île Maurice accueille de nouveau des touristes, un moment très attendu par les professionnels du secteur, mais aussi par l'ensemble du pays, puisque le tourisme représente près du quart du PIB de l'île Maurice. Pour cette réouverture, les hôteliers restent prudents. Ils tablent sur 650 000 visiteurs cette année, soit 2 fois moins qu'avant la pandémie. Sur place, Abdullah Erali, le correspondant de RFI, a rencontré les premiers touristes de retour. Pour Catherine, une employée du tour opérateur Motourco, ce moment était très attendu. 1 an et demi déjà. Malgré le savoir-faire mauricien à l'accueil, le visage des touristes manque de rayonnement aujourd'hui. Bon, ils sont fatigués à l'arrivée par rapport à l'attente, mais ils sont contents quand même de revenir. Chez le vol en provenance de Paris, le couple belge Pascal et Hugo revient pour la 5e fois à Maurice. On aime l'accueil, on aime le climat, on avait besoin de vacances. La dernière fois que nous sommes venus, c'était en mars 2020, juste avant le confinement. Donc une fois qu'on nous a déconfinés, on a dit allez, on repart. Pascal et son mari ont tous deux contracté le Covid chez eux. Vaccinés depuis, ils mènent une vie normale. Les procédures administratives et sanitaires en 10 étapes désormais à l'aéroport de Maurice n'ont pas refroidi Hugo. Si vous allez aux États-Unis, là c'était beaucoup plus long. Non, ici c'est comme dans tout aéroport, hein. Il faut respecter. 1 heure, pour moi c'est pas grave, c'est 1 heure d'attente, je suis en vacances, c'est le principal. Le tourisme est l'industrie la plus élargie de l'économie mauricienne. Il regroupe 1/4 de la population active. Pour sa relance, la Banque de Maurice a prêté près de 300 millions d'euros aux opérateurs. De même, l'État a attribué 240 millions d'euros au transporteur national Air Mauritius. Pour ce qui est du plan sanitaire, 68% de la population mauricienne sont déjà pleinement vaccinés. Et pour finir ce bulletin, on jette un œil à la météo de ce mardi. Temps sublime aujourd'hui à Sydney où le thermomètre affiche 23 degrés, des averses en revanche à Perth et 18 degrés, 19 degrés à Adelaide où il y a du soleil, 18 degrés à Melbourne, 13 à Canberra aujourd'hui sous les nuages, 30 degrés à Brisbane et grand soleil et jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Darwin. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.